Je m'appelle Nathan et à 32 ans, je n'aurais jamais pensé être la déception de la famille. En grandissant, mes parents et moi étions proches, ou du moins c'est ce que je croyais. Quand leur 30e fête d'anniversaire est arrivée, je suis arrivé avec un cadeau coûteux et un cœur plein d'amour. Mais au lieu d'une place à la table familiale, ma mère m'a dirigé vers le garage. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a souri d'un air contraint et a dit « C'est juste pour la famille élargie ». J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tout le monde confortablement assis à l'intérieur. Même mon cousin James, qui leur avait volé, avait une place d'honneur. Alors, j'ai pris mon cadeau, je me suis retourné et j'ai dit « Élargissez ça ». Mon père a couru après moi devant tout le monde. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Si ce drame familial résonne déjà en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur le fait de se défendre. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a tout changé dans ma façon de voir la famille. Je suis né et j'ai grandi dans la banlieue du Connecticut, le deuxième enfant de Thomas et Elizabeth Wright. Mes souvenirs d'enfance avec eux sont un mélange de moments chaleureux et de déceptions subtiles. Papa travaillait comme conseiller financier tandis que maman gérait une petite entreprise de design d'intérieur prospère. Ils nous ont bien pourvus matériellement, mais il manquait toujours quelque chose émotionnellement, surtout pour moi. Les signes de favoritisme étaient subtils au début. Ma sœur Rebecca, de plusieurs années mon aînée, recevait des éloges extravagants pour des réalisations moyennes, tandis que mes réussites étaient souvent accueillies par un simple hochement de tête ou un « c'est bien, Nathan », distrait. Mes cousins du côté de ma mère, en particulier James et Meghan, étaient traités comme des rois lors des réunions de famille malgré leur comportement et leurs réalisations médiocres. Je me suis jeté à corps perdu dans les études et les activités extrascolaires, espérant enfin obtenir ce regard de fierté que je désirais tant. Des notes parfaites, capitaine de l'équipe de débat, même champion d'État en natation ma dernière année de lycée. Chaque réussite était reconnue avec une appréciation modérée, mais jamais l'enthousiasme montré pour l'admission de Rebecca à l'université ou l'emploi de James dans une concession automobile après qu'il ait abandonné le collège communautaire. Quand j'ai été accepté à Cornell avec une bourse partielle, mes parents ont assisté à la cérémonie mais sont partis tôt pour assister au vernissage de l'exposition d'art de Rebecca dans une galerie locale. J'ai essayé de ne pas laisser cela me piquer, me disant qu'en tant que frère cadet, je serais toujours un peu dans son ombre. De plus, je quittais le nid familial, prêt à construire ma propre vie où je pourrais définir le succès selon mes propres termes. L'université m'a donné de la distance, mais j'ai quand même fait des efforts pour rester connecté. Des appels téléphoniques hebdomadaires à la maison, des visites pendant les grandes vacances, même en les surprenant pour leur 25e anniversaire avec un voyage d'un week-end à Cap Cod pour lequel j'avais économisé pendant des mois. Ce week-end-là me marque car, pour une fois, je me suis senti vraiment vu par eux. Papa et moi avons eu une conversation à cœur ouvert sur la plage à propos de mes projets d'avenir, et maman a réellement écouté mes idées sans les comparer immédiatement au choix de Rebecca. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention en informatique, j'ai rejoint une jeune pousse technologique prometteuse à Boston. Le salaire était modeste, mais le potentiel d'action était énorme, et j'étais passionné par le travail. Mes parents semblaient impressionnés, bien qu'ils aient fréquemment mentionné à quel point le poste de marketing de Rebecca dans une grande entreprise était stable en comparaison. Pourtant, ces années furent bonnes. Je rentrais chez moi tous les mois, j'appelais toutes les semaines et je croyais sincèrement que je construisais une relation adulte plus égalitaire avec mes parents. Puis vint le revers qui mènerait finalement à l'incident du garage. Il y a 3 ans, notre start-up a fait face à une concurrence inattendue d'un géant technologique majeur qui a essentiellement copié notre produit et cassé nos prix. En 6 mois, nous étions en difficulté. En 1 an, c'était fini. Les actions sur lesquelles je comptais étaient sans valeur. Et soudain, je me suis retrouvé au chômage dans une ville chère, avec des économies qui s'amenuisaient. J'ai pris des contrats pour rester à flot tout en développant ma propre application en parallèle, quelque chose en quoi je croyais vraiment. Les revenus étaient irréguliers et nettement inférieurs à mon ancien salaire, mais je m'en sortais et je construisais quelque chose dont j'étais fier. Cependant, j'ai gardé mes difficultés financières privées de ma famille, en partie par fierté et en partie parce que je savais que la comparaison avec la promotion de Rebecca et sa nouvelle maison serait inévitable. Pendant cette période difficile, le 30e anniversaire de mes parents approchait. Malgré notre relation quelque peu tendue et mon budget serré, j'étais déterminé à me présenter avec un cadeau significatif et une attitude positive. J'ai passé des semaines à chercher le cadeau parfait,
me décidant finalement pour une montre vintage similaire à une que mon père avait perdue des années auparavant. Cela m'a coûté près de 2 mois de loyer, épuisant mon fonds d'urgence. Mais je me suis convaincu que cela en valait la peine pour voir une véritable appréciation dans ses yeux. Le trajet de Boston à leur maison de banlieue du Connecticut ce samedi-là fut rempli d'une anticipation nerveuse. Je répétais des conversations dans ma tête, planifiant comment minimiser ma transition de carrière si on me posait directement la question. La boîte de la montre emballée reposait sur mon siège passager, représentant bien plus que sa valeur monétaire. C'était mon offrande de paix, une tentative de réconciliation et de reconnaissance après des mois de contact limité en raison de ma situation professionnelle. Alors que je garais ma voiture dans l'allée familière, décorée de bannières et de ballons d'anniversaire, j'ai pris une profonde inspiration. Je ne savais pas encore que cette soirée deviendrait un point tournant dans ma relation avec ma famille, mais pas de la manière dont je l'avais espéré. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu lorsque j'ai remarqué le service de voiturier dans l'allée. Mes parents n'avaient jamais engagé de voiturier auparavant, pas même pour les fiançailles de Rebecca l'année dernière. Un jeune homme en uniforme impeccable s'approcha de ma Honda Civic de 7 ans avec le même sourire professionnel qu'il donnait probablement aux Mercedes et BMW garés à proximité. « Bienvenue à la célébration de l'anniversaire des Wright, monsieur, dit-il, me tendant un ticket. » J'ai ressenti un pincement de gêne alors qu'il s'installait dans ma voiture à la peinture décolorée et aux porte-gobelets tachés de café. En remontant le chemin de pierre jusqu'à la porte d'entrée, j'ai remarqué à quel point la maison avait été élaborément décorée. Des roses blanches et des rubans d'argent ornaient l'entrée et, à travers les fenêtres, je pouvais voir ce qui semblait être une petite armée de personnel traiteur se déplaçant efficacement dans notre maison familiale. C'était clairement un événement bien plus important que la réunion de famille intime que j'avais imaginée. La porte d'entrée était entr'ouverte et j'entrai dans le foyer où une jeune femme avec une tablette me salua. « Votre nom, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle professionnellement. « Nathan Wright », répondis-je, confus de devoir m'enregistrer dans la maison de mes propres parents. « Je suis le fils de Thomas et Elizabeth. » Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur de reconnaissance alors qu'elle vérifiait quelque chose sur sa tablette. « Oui, monsieur Wright, veuillez entrer. » Le salon avait été transformé. Nos meubles familiaux pratiques avaient été remplacés par d'élégantes pièces louées. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Au moins 50 personnes se mêlaient au rez-de-chaussée, dont beaucoup que je reconnaissais comme des amis de mes parents, des associés et de la famille élargie. J'aperçus ma mère de l'autre côté de la pièce, élégante dans une robe argentée, riant avec sa sœur. Quand elle me vit, son sourire vacilla légèrement avant de retrouver son éclat. Elle s'excusa et s'approcha. « Nathan, tu es venu, dit-elle, me donnant une étreinte rapide qui semblait plus protocolaire que chaleureuse. Tu as bonne mine. » Ses yeux s'attardèrent un instant sur ma veste de sport, qui, bien que propre et repassée, n'était clairement pas aussi chère que ceux que portaient les autres invités masculins. « Merci, maman. Joyeux anniversaire. L'endroit est magnifique, dis-je sincèrement. Oui, eh bien, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial pour nos 30 ans. Les collègues de ton père ont tout arrangé. Elle jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule, clairement distraite. Oh, je dois vérifier quelque chose avec les traiteurs. Mets-toi à l'aise. Ton père est quelque part par ici. Avant que je puisse répondre, elle était partie, interrompue par un groupe de femmes que je reconnaissais comme ses amies du club de lecture. Je me frayais un chemin à travers les pièces bondées, hochant la tête au visage familier et me présentant à ceux que je ne reconnaissais pas. La boîte cadeau me semblait de plus en plus lourde dans les mains. Je cherchais mon père et le trouvais finalement en pleine conversation avec son frère et des hommes en costume coûteux. « Papa » dis-je, m'approchant lors d'une pause dans leur conversation. « Joyeux anniversaire. » Il se retourna, semblant momentanément surpris de me voir. « Nathan, content de te voir. » Il me donna une poignée de main ferme plutôt qu'une accolade. « Messieurs, voici mon fils. Il travaille dans l'informatique, n'est-ce pas, mon fils ? Comment ça va ces jours-ci » Avant que je puisse répondre honnêtement, un serveur s'approcha avec du champagne et mon père fut distrait en me présentant à ses collègues. La conversation tourna rapidement aux tendances du marché, ne me laissant aucune ouverture pour me reconnecter personnellement avec lui. Après quelques minutes, il me tapota l'épaule et dit « On se rattrapera correctement plus tard. Profite de la fête. » Alors que je me retournais, j'aperçus mon cousin James entrer avec sa femme. James,
qui avait volé les bijoux de ma grand-mère lors d'un Noël en famille il y a 5 ans, le vol avait été découvert, et bien qu'il l'ait initialement nié, il fut finalement pris en train d'essayer de vendre les pièces chez un prêteur sur gage. Mes parents avaient été dévastés, surtout mon père, qui avait l'intention de donner les perles de sa mère à Rebecca. Pourtant, après des excuses en larmes et des allégations de dettes de jeu, James avait été pardonné. Maintenant, il était là, chaleureusement étreint par mon père, qui s'était détaché de son importante conversation d'affaires pour le saluer. Ils riaient ensemble comme de vieux amis, et je les regardais alors que mon père présentait personnellement James aux mêmes hommes auxquels il m'avait à peine présenté quelques instants auparavant. Ma sœur Rebecca apparut à mes côtés, élégante dans une robe de créateur. « Alors, tu as décidé de venir ?» dit-elle en sirotant du champagne. Je n'étais pas sûr, étant donné tout ce qui s'est passé. « Pourquoi aurais-je manqué l'anniversaire de maman et papa ?» demandai-je. Elle leva un sourcil. « Eh bien, étant donné à quel point tu as été occupé dernièrement. Maman dit que tu n'appelles presque plus. » Son ton portait le jugement subtil auquel je m'étais habitué. « Comment va le développement de l'application? As-tu trouvé des investisseurs? » Ça progresse, dis-je vaguement, ne voulant pas admettre que j'avais été rejeté par 12 sociétés de capital risque le mois dernier. Répondit-elle, son expression indiquant clairement qu'elle interprétait ma réponse comme un échec. Eh bien, tout le monde ne peut pas gérer le monde des affaires. Oh, je devrais mentionner que les places pour le dîner sont un peu compliquées ce soir. Maman a été stressée à ce sujet toute la semaine. Comme sur commande, j'entendis ma mère parler de manière urgente à un responsable de la restauration près de la salle à manger. Nous devons nous assurer que la salle principale est parfaite. Les places dans le garage sont justes pour le groupe élargi. Rien de fantaisiste n'est nécessaire là-bas. Une sensation de malaise s'installa dans mon estomac alors que je regardais le personnel hocher la tête et séparer les marque-places en 2 piles distinctes. Que veut-elle dire par place dans le garage? Demandai-je à Rebecca. Ma sœur devint soudain très intéressée par son verre de champagne. Tu sais à quel point la salle à manger est petite, et maman a invité beaucoup de personnes importantes, les partenaires commerciaux de papa, des clients potentiels pour son entreprise de design, les amis du club de golf. Elle s'interrompit. Donc, certaines personnes mangent dans le garage, clarifiai-je, la lourde boîte de la montre pesant maintenant comme une brique dans mes mains. C'est chauffé, offrit-elle d'une voix faible, et ils l'ont bien aménagé. C'est surtout pour les amis occasionnels, quelques parents éloignés, des gens qui ne s'en soucieraient pas. Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère retentit, annonçant que le dîner serait servi dans 15 minutes. Les invités commencèrent à consulter l'élégant tableau des places affichées sur un chevalet près de la salle à manger. Je m'en approchai, cherchant mon nom, mais ne le trouvai pas parmi les cartes calligraphiées. Des souvenirs de rassemblements familiaux passés défilèrent dans mon esprit. Des dîners de Thanksgiving où nous nous serrions tous autour d'une seule table. Des matins de Noël où nous ouvrions les cadeaux ensemble. Même des dîners du dimanche décontractés que mes parents insistaient pour que nous y assistions chaque fois que j'étais en ville. Quelque chose avait-il fondamentalement changé sans que je le remarque? Je restais là, de plus en plus anxieux, tandis que les invités trouvaient leur place et se dirigeaient vers la salle à manger magnifiquement décorée. Le cadeau dans mes mains, choisi avec tant de soin et à un tel coût personnel, me semblait soudain inadéquat et naïf. Alors que la foule diminuait, ma mère s'approcha de moi avec un sourire éclatant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Nathan, chéri, ta table est dans le garage. Jenna va te montrer le chemin. » Elle fit un geste vers une assistante traiteur qui se tenait à proximité. « Le garage » répétai-je, certain d'avoir mal entendu. « Oui, nous avons dû faire quelques ajustements avec les places. La salle à manger ne peut accueillir que 40 personnes confortablement. » Elle ajusta mon col inutilement. « C'est en fait très agréable là-bas. Nous avons tout vidé et installé de vraies tables. » Avant que je puisse formuler une réponse, elle fut appelée par le photographe qui voulait des photos de groupe de la famille proche. « Oh, nous ferons tes photos plus tard, » me dit-elle. « Ce ne sont que les photos de la famille principale pour l'instant. » Famille principale. Les mots résonnaient dans ma tête tandis que je regardais mes parents, Rebecca, son fiancé, et même James et sa femme se disposer devant la cheminée. Je suivis Jenna à travers la cuisine et vers la porte menant au garage. Elle l'ouvrit d'un air désolé, révélant un espace qui avait en effet été débarrassé des voitures, mais qui était incontestablement toujours un garage.
3 tables rondes avaient été installées entre des cartons de rangement poussés sur les côtés. Des nappes blanches et des centres de table ne masquaient que peu le sol en béton, les murs en panneaux perforés garnis d'outils et l'odeur persistante d'huile moteur. Un radiateur soufflant ronronnait dans un coin, luttant contre le froid de février. Environ 15 personnes étaient déjà assises, ayant l'air légèrement mal à l'aise, mais tirant le meilleur parti de la situation. Je reconnus quelques cousins éloignés, l'ancienne colocataire de ma mère à l'université et quelques voisins. « Voici votre place, Monsieur Wright », dit Jenna, désignant un marque-place à la table la plus éloignée de la porte, à côté de l'équipement de jardinage. Je restais figé, le poids de la réalisation m'écrasant. Je n'étais pas juste assis dans le garage. J'étais catégorisé, classé comme moins important que les associés et certains membres de la famille, même moins important que James, qui avait volé mes parents et leur avait causé une réelle douleur. « Tout va bien, monsieur ?» demanda Jenna, remarquant mon hésitation. « Bien », réussis-je à dire, me déplaçant de manière robotique vers mon siège assigné. Je posai la boîte cadeau soigneusement emballée sur le sol à côté de moi et m'assis, hochant la tête machinalement aux autres à ma table. « Vous pouvez croire ça ?» murmura la femme à côté de moi, arrière-cousine germaine de ma mère. « J'ai conduit 3 heures pour être ici et ils nous mettent dans le garage. » Au moins, ils ont engagé des traiteurs, offrit un autre invité, un vieil ami de collège de mon père qui était apparemment tombé du cercle intime. L'année dernière, à l'anniversaire des Johnson, ils ont juste commandé des pizzas pour la salle de débordement. Leurs tentatives d'humour tombèrent à plat pour moi. C'était la maison de mes parents. J'avais grandi ici, aidé mon père à organiser ce même garage d'innombrables fois, passé des étés à travailler sur des projets scientifiques à l'établi, maintenant caché derrière un écran décoratif. Un serveur apparut avec des salades qui étaient sensiblement plus simples que les amuse-gueules élaborées que j'avais vues être servies à l'intérieur. Lorsque j'ai demandé un verre du champagne qui coulait à flot dans la maison principale, on m'informa que le garage n'avait qu'une sélection de bières et de vins blancs. Je mangeais machinalement, goûtant à peine la nourriture tandis que la conversation coulait autour de moi. La plupart des occupants du garage faisaient des blagues autodépréciatives sur notre statut de seconde zone, créant une étrange camaraderie dans notre exclusion partagée. Après le plat principal, je m'excusai pour utiliser les toilettes, choisissant délibérément de repasser par la cuisine plutôt que d'utiliser la petite salle de bain connectée au garage. Je devais revoir la fête principale pour confirmer que le contraste était aussi frappant que je le ressentais. Dans la salle à manger principale, je trouvais une scène élégante qui aurait pu figurer dans un magazine. La verrerie en cristal captait la lumière du lustre. De multiples bouteilles de vin ornaient chaque table, et un trio musical avait remplacé le quatuor à cordes. Des rires et des conversations créaient un bourdonnement chaleureux tandis que le personnel de service présentait de magnifiques plats principaux. J'aperçus ma mère à la table d'honneur, rayonnante de bonheur, entre mon père et Rebecca. James était assis à seulement 3 places, portant un toast qui fit rayonner mes parents d'approbation. « Excusez-moi, monsieur. » Un responsable de la restauration s'approcha de moi avec une expression préoccupée. Les toilettes pour les invités du garage se trouvent par l'autre porte. Je suis le fils de Thomas et Elizabeth Wright, dis-je, ma voix sortant plus sèchement que prévu. Il cligna des yeux de surprise. Je m'excuse, monsieur. Je ne savais pas. Cependant, nous essayons de maintenir le bon déroulement du service. Donc, si vous pouviez, Nathan, appela ma mère, m'ayant aperçu de sa table. Elle s'approcha rapidement, un sourire forcé sur son visage. Tout va bien? Non, maman. Tout ne va pas bien, dis-je doucement, conscient des invités proches qui pourraient entendre. Pourquoi suis-je assis dans le garage alors que James a une place ici? James, qui a volé les bijoux de grand-mère? Le sourire de ma mère resta figé, mais ses yeux se durcirent. Baisse la voix, s'il te plaît. Les places assises étaient très compliquées. Nous avons dû considérer de nombreux facteurs. Quels facteurs m'ont mis dans le garage à la fête d'anniversaire de mes propres parents, insistai-je. C'est juste pour la famille élargie, dit-elle d'un air dédaigneux. La salle à manger principale est pour la famille proche et les invités spéciaux. Famille élargie, répétai-je avec incrédulité. Je suis ton fils. Tu sais ce que je veux dire, chuchota T.L. durement. Les gens qui font partie de notre quotidien, sur qui nous comptons. James aide ton père avec la planification successorale et les questions d'assurance depuis qu'il a rejoint le cabinet de son père. L'implication était limpide. James,
malgré sa trahison passée, avait une utilité actuelle, il leur était précieux dans leur vie quotidienne. Moi, avec ma start-up échouée et mon avenir incertain, je n'étais pas à la hauteur. Tandis que je restais là à assimiler cela, j'entendis ma sœur à une table voisine. Nathan doit toujours faire tout un drame, dit-elle à son fiancé, assez fort pour que je l'entende. Maman m'a dit qu'il boudait à cause des places dans le garage toute la nuit. Quelque chose se brisa en moi à ce moment-là. Des années à me sentir second rôle, à m'efforcer d'obtenir une approbation qui ne venait jamais tout à fait, à trouver des excuses à leur comportement. Tout cela se cristallisa en un moment de clarté à la fois douloureux et libérateur. Avec une détermination nouvelle, je retournai au garage et récupérai mon cadeau sous ma chaise. Les autres invités levèrent les yeux de surprise alors que je m'avançais résolument vers la maison principale, la boîte de la montre soigneusement emballée serrée dans ma main. Cette fois, je ne passai pas discrètement par la cuisine, mais entrai directement par les portes de la salle à manger principale. La conversation s'interrompit brusquement tandis que les têtes se tournaient pour observer mon entrée. Je marchais d'un pas ferme vers la table d'honneur où mes parents étaient assis avec leurs invités d'honneur. Mon père leva les yeux, son expression passant de la confusion à l'inquiétude en voyant mon visage. Le sourire de ma mère se figea alors qu'elle réalisait que j'étais revenu dans la salle principale. « Nathan », dit-elle avec une gaieté forcée. Nous étions sur le point de couper le gâteau. Peut-être pourrais-tu rejoindre ta table. Nous ferons venir tout le monde pour la découpe du gâteau. Je restais immobile, conscient du silence qui se répandait dans la pièce à mesure que de plus en plus d'invités remarquaient l'attention. Des années de sentiments refoulés trouvaient enfin leur voie, mais j'étais déterminé à maintenir mon calme. Ce ne serait pas une scène de cris ou d'accusation, mais une reprise tranquille de ma dignité. Je voulais dire quelque chose avant de partir, dis-je, ma voix ferme malgré l'adrénaline qui me traversait le corps. Partir, répéta mon père, me parlant enfin directement. La fête n'est pas finie. Elle l'est pour moi, répondis-je. Je suis venu ici ce soir pour célébrer avec vous deux. Je suis venu avec amour et respect pour les 30 ans que vous avez construits ensemble. Je posai la boîte cadeau sur la table devant eux. Je suis venu en espérant que la famille signifiait ce que je pensais qu'elle signifiait, que malgré nos différences et mes récentes difficultés, je serais toujours le bienvenu à la table. Le visage de ma mère pâlit à mesure que la compréhension lui venait. Autour de nous, les invités se tortillèrent inconfortablement, soudain très intéressés par leurs assiettes de dessert. Être assis dans le garage alors que des associés et même James, qui a autrefois trahi votre confiance si profondément, sont accueillis ici, a rendu vos priorités très claires, continuai-je calmement. Et c'est votre droit. C'est votre anniversaire, votre maison, votre choix. Je pris une inspiration, me sentant étrangement paisible. Mais c'est aussi mon choix d'accepter ou non cette place dans vos vies. Je mérite plus que le garage. Je mérite d'être reconnu comme votre fils, indépendamment de mon statut professionnel ou de la fréquence à laquelle je peux vous être utile. Mon père se leva à moitié de sa chaise, son expression un mélange de colère et de confusion. Nathan, tu fais un scandale pour rien. Les places assises n'étaient qu'un problème logistique. Non, papa. C'était un choix, une série de choix qui m'ont montré où j'en suis. Je les regardais tous les deux dans les yeux. Alors, je fais mon propre choix maintenant. Je reculai de la table et désignai le cadeau. Joyeux anniversaire. J'espère que les 30 prochaines années vous apporteront tout ce que vous valorisez le plus. Puis, avec une dignité tranquille plutôt qu'une grandiloquence dramatique, je tournai les talons pour partir. J'entendis ma sœur appeler mon nom, mi-exaspérée, mi-inquiète, mais je continuai à marcher. J'étais presque à la porte d'entrée quand j'entendis la chaise de mon père grincer en arrière. Nathan, appela-t-il, sa voix portant à travers la salle à manger maintenant silencieuse. Ne pars pas comme ça. Je fis une pause, mais ne me retournai pas. Au moins, ouvre-lui la porte, Tom. J'entendis ma mère siffler, clairement mortifiée par la nature publique de cette confrontation. Des pas rapides me suivirent alors que je continuais vers le foyer. Mon père me rattrapa juste au moment où je tendais la main vers la poignée de la porte. Tu mets ta mère dans l'embarras lors d'une nuit importante, dit-il d'un chuchotement dur. Est-ce ton intention? Je me retournai finalement pour lui faire face. Non, papa. Je n'ai jamais voulu tout ça. Je voulais juste être traité comme votre fils. Tu es trop susceptible, insista-t-il,
mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Pour peut-être la première fois, il me voyait comme un adulte avec des sentiments valides plutôt que comme un enfant à gérer. Les places dans le garage n'étaient pas personnelles, n'est-ce pas, demandai-je doucement. Auriez-vous mis Rebecca là-bas ou James? Son silence fut une réponse suffisante. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner le genre d'amour inconditionnel et de respect que vous donnez librement aux autres. J'en ai assez d'essayer. Si jamais vous voulez une relation où je ne suis pas juste une obligation ou une arrière-pensée, vous savez comment me joindre. Sur ce, je sortis par la porte et dans la froide nuit de février. Derrière moi, j'entendais les murmures reprendre dans la salle à manger, le remue-ménage inconfortable d'une catastrophe sociale en cours de traitement. Par la fenêtre, je vis ma mère diriger rapidement le groupe pour qu'il recommence à jouer, ses compétences en gestion de crise en pleine action. Alors que j'attendais que le voiturier m'apporte ma voiture, je ressentis un mélange complexe d'émotions. Il y avait le chagrin pour la relation que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais vraiment eue. Il y avait de la colère pour les années passées à chercher une approbation qui était toujours hors d'atteinte. Mais majoritairement, il y avait un sentiment de libération. J'avais enfin dit ma vérité et choisi de me valoriser même quand il ne le faisait pas. Mon père apparut à la porte d'entrée, mais ne descendit pas les marches. Il me regarda simplement monter dans ma voiture. Je croisai son regard une dernière fois par la fenêtre, puis je m'éloignai de la maison où j'avais grandi, incertain de quand ou si je reviendrais. La première semaine après l'incident du garage, comme j'en suis venu à le penser, se passa dans un silence complet de ma famille. Pas d'appel, pas de texto, pas de mais. J'alternais entre le soulagement d'avoir enfin pris position et une culpabilité écrasante d'avoir provoqué un scandale lors d'une célébration importante. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec une notification, mon cœur s'emballait en pensant que ce pourrait être eux, mais ce n'était jamais le cas. 7 jours après la fête, le premier message arriva. Un SMS de Rebecca. Belle façon de faire de l'anniversaire de maman et papa une affaire personnelle. Il gère encore les retombées de ta sortie théâtrale. J'espère que tu es content de toi. Je commençais à taper une douzaine de réponses différentes, mais n'en envoyais finalement aucune. Rebecca avait toujours vu notre dynamique familiale sous un angle différent du mien. En tant qu'enfant préféré, pourquoi en aurait-il été autrement? Pour elle, mon expérience était incompréhensible, peut-être même menaçante pour sa compréhension de nos parents. 3 jours plus tard, le premier message vocal de ma mère arriva alors que j'étais en réunion avec un client potentiel pour mon entreprise de développement d'applications. Nathan, c'est ta mère, commença-t-elle formellement, comme si je pouvais ne pas reconnaître sa voix. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à ton comportement à notre fête d'anniversaire. De nombreux invités ont posé des questions sur toi, et il a été très inconfortable d'expliquer la situation. Quand tu seras prêt à t'excuser, nous pourrons discuter d'aller de l'avant. Ton père et moi sommes très déçus de ton choix de faire un scandale plutôt que de nous parler en privé de tes préoccupations. Pas un mot reconnaissant pourquoi j'aurais pu être contrarié. Pas le moindre signe de reconnaissance que placer leur fils dans le garage tout en accueillant un voleur à la table principale aurait pu être blessant. Juste de l'inquiétude concernant les apparences et le malaise social. Je n'ai pas rappelé. 2 semaines après la fête, mon père fit sa seule tentative de contact. Contrairement au message vocal soigneusement composé de ma mère, son appel arriva tard un mardi soir. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose me disait que cela pourrait être important. Nathan, dit-il quand j'ai décroché, sa voix rauque et légèrement incertaine. Comment vas-tu, mon fils? Je vais bien, papa, répondis-je avec prudence. Comment allez-vous et maman? Nous allons bien. Bien, dit-il rapidement. Écoute, à propos de la fête. Ta mère était très stressée avec l'organisation. 50 invités dans la salle principale, 20 autres dans la zone de débordement. Ce n'était rien de personnel concernant les places. J'attendis plus, une sorte de reconnaissance de ce que cela avait pu ressentir de mon point de vue, mais rien ne vint. Je vois, dis-je finalement. C'est pourquoi vous avez appelé? Pour expliquer la logistique? Il se racla la gorge, mal à l'aise. Eh bien, non. Ta mère voulait que je te demande quand tu pourrais venir pour le dîner du dimanche ce mois-ci. Rebecca et David annoncent la date de leur mariage. Et elle pensait que tu voudrais être là. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste l'attente que je reprenne mon rôle assigné dans la famille, acceptant les quelques miettes d'inclusion qu'ils offraient.
Je ne pense pas que je pourrais venir, dis-je simplement. Veuillez transmettre mes félicitations à Rebecca et David. Le silence s'étira entre nous, rempli de tous les mots que ni l'un ni l'autre ne savions prononcer. Nathan, soupira-t-il finalement. Les familles ont des désaccords. C'est normal, mais à un moment donné, il faut laisser les choses et passer à autre chose. Je suis d'accord, papa, répondis-je. Mais passer à autre chose ne signifie pas toujours revenir au même schéma. Parfois, cela signifie en créer de nouveaux, plus sains. Après que nous ayons raccroché, je me suis assis dans mon appartement, regardant les photos de famille que j'avais affichées par habitude plus que par joie. Le jour de ma remise de diplôme, avec mes parents m'encadrant, mais regardant en quelque sorte au-delà de moi plutôt que vers moi. Des fêtes où mes sourires semblaient plus forcés que sincères. Je les ai soigneusement retirés de leur cadre et les ai placés dans une boîte dans mon placard. Non pas détruite, mais ne définissant plus ma vue quotidienne. L'appartement semblait plus vide sans elle, mais aussi en quelque sorte plus honnête. Une toile vierge attendant de nouvelles mémoires d'être créée. Au travail, mes collègues ont remarqué mon retrait. Ma volonté habituelle de participer à des happy hours ou à des activités de week-end avait diminué alors que je traitais la situation de ma famille. Tout va bien, Nathan, me demanda ma collègue Samantha un après-midi alors qu'elle me surprenait à fixer mon écran d'ordinateur d'un air absent. Tu as été silencieux dernièrement. Je me suis surpris à lui dire la vérité. Pas toute l'histoire, mais suffisamment. Des problèmes familiaux. J'ai pris position face à des schémas de longue date à la fête d'anniversaire de mes parents, et maintenant nous ne nous parlons plus. Au lieu de la platitude maladroite que j'attendais, elle hocha la tête avec compréhension. Ma femme ne parle pas à sa mère depuis 2 ans pour des raisons similaires. C'est dur, mais parfois nécessaire. Nous avons un groupe de soutien qui se réunit tous les mois si jamais tu veux te joindre. Ce bref échange fut la première fois que je me suis senti vu et compris depuis l'incident. Le savoir que d'autres avaient fait face à des ruptures familiales similaires et avaient trouvé des moyens de construire des vies épanouissantes malgré tout était étrangement réconfortant. À l'approche de Thanksgiving, l'absence de l'invitation familiale habituelle devint frappante. Les années précédentes, ma mère aurait appelé des semaines à l'avance pour confirmer ma présence, m'assigner un plat à apporter et me rappeler les heures d'arrivée. Cette année, rien. J'ai envisagé de les contacter moi-même, mais j'ai réalisé que je n'étais pas prêt à rentrer dans cette dynamique sans des changements significatifs dont je n'avais aucune raison de croire qu'ils s'étaient produits. Au lieu de cela, j'ai accepté l'invitation de Samantha à me joindre à son « Thanksgiving des orphelins » pour ceux qui n'avaient pas de projets familiaux. La veille de Thanksgiving, mon téléphone sonna avec un numéro inconnu. Il s'avéra que c'était mon oncle Robert, le jeune frère de mon père qui avait déménagé en Oregon des années auparavant et assistait rarement aux fonctions familiales. « Nathan, c'est ton oncle Robert. J'espère que ça va que j'appelle. J'ai eu ton numéro d'une vieille chaîne de mes familiaux. » Bien sûr, dis-je, sincèrement ravi de l'entendre. C'est bon d'entendre ta voix. Écoute, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire. Ta cousine Angela était dans le garage avec toi et m'a mis au courant. Il fit une pause. Je voulais que tu saches que je comprends plus que tu ne le penses. Au cours de l'heure suivante, l'oncle Robert partagea sa propre histoire avec mon père et mes grands-parents. Le favoritisme qui avait toujours placé mon père en premier, les exclusions subtiles, l'amour conditionnel basé sur la réussite et l'obéissance plutôt que sur le simple fait d'être de la famille. Ton père répète des schémas qu'il a appris de ses propres parents, expliqua l'oncle Robert. Cela ne le rend pas juste, mais cela pourrait t'aider à comprendre que ce n'est pas vraiment à propos de toi, Nathan. C'est à propos de ses propres problèmes non résolus. Cette conversation m'a ouvert les yeux sur la nature multigénérationnelle de notre dysfonctionnement familial. Ce n'était pas seulement ma relation avec mes parents qui était brisée, mais une longue lignée d'amour et d'approbation conditionnelle qui avait été transmise comme un héritage toxique. Cette première saison des fêtes en solitaire fut étrange, mais pas aussi dévastatrice que je l'avais craint. J'ai fait du bénévolat dans un refuge local le matin de Noël, passé la soirée de Noël avec de nouveaux amis, et décliné une invitation de dernière minute empreinte de culpabilité de ma mère à les rejoindre pour le réveillon du Nouvel An. Chaque semaine qui passait, je trouvais mon sentiment d'estime de soi dépendant moins de leur approbation et plus de mes propres valeurs et choix. La douleur ne disparut pas, mais elle cessa de me définir. 3 mois après l'incident du garage,
j'ai suivi le conseil de Samantha et assisté à ma première réunion de groupe de soutien pour adultes confrontés à la rupture familiale. Être assis dans une salle de conférence d'un centre communautaire avec 8 inconnus qui comprenaient exactement ce que je traversais était à la fois terrifiant et profondément réconfortant. La partie la plus difficile, dit Marcus, un habitué du groupe, c'est de gérer les attentes des autres qui pensent que vous devriez vous réconcilier coûte que coûte. La société a cette idée que la famille vaut toujours la peine d'être préservée, quelle que soit la toxicité de la relation. Les têtes hochées autour du cercle. Je me suis retrouvé à en dire plus que je n'avais l'intention sur ma lutte de toute une vie pour l'approbation parentale et l'humiliation finale des places dans le garage. Dynamique classique de l'enfant d'or et du bouc émissaire, commenta l'animatrice du groupe, une thérapeute familiale qui donnait de son temps. Votre sœur s'est vue attribuer le rôle d'enfant d'or tandis que vous êtes devenu le bouc émissaire de la famille. Ces rôles ne sont pas des choix conscients mais des schémas systémiques qui servent une fonction dans les familles dysfonctionnelles. Apprendre sur ces schémas grâce au groupe et aux séances de thérapie ultérieures m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas simplement une maladresse de placement ou ma trop grande sensibilité, comme l'avait suggéré mon père. C'était l'apogée d'une vie de messages subtils concernant ma place dans la hiérarchie familiale. Ma thérapeute, la docteure Keller, m'a aidé à voir comment ces dynamiques familiales avaient façonné mes choix et ma perception de moi-même. Pendant des années, vous avez choisi un parcours professionnel à haut risque et à haute récompense, en partie parce qu'inconsciemment, vous essayez toujours d'accomplir quelque chose d'assez impressionnant pour enfin obtenir leur approbation inconditionnelle, suggéra-t-elle lors d'une séance. Mais cette approbation ne viendra jamais de la réussite, continua-t-elle. Parce que la retenue d'approbation vise à maintenir le système familial, et non à propos de quoi que ce soit que vous ayez fait ou omis de faire. Ces révélations, bien que douloureuses, furent aussi libératrices. Si je ne pouvais pas gagner leur approbation par la réussite, je pouvais arrêter de m'épuiser à essayer. Au lieu de cela, je pouvais me concentrer sur la construction d'une vie qui s'alignait avec mes propres valeurs et sur l'entretien de relations avec des personnes qui m'acceptaient tel que j'étais. Une connexion inattendue du passé est réentrée dans ma vie pendant cette période. Marcus du groupe de soutien s'est avéré être Marcus Delgado de mon collège. Nous avions été des amis proches jusqu'à ce que sa famille déménage en 8e année. Retrouver quelqu'un qui m'avait connu avant que toutes les recherches de réussite ne prennent le dessus fut un ancrage d'une manière que je n'avais pas anticipée. Tu as toujours été le gamin avec les inventions folles et les grandes idées, se rappela Marcus autour d'un café après une réunion de groupe. Tu te souviens de ce chapeau ventilateur à énergie solaire que tu as fait pour l'exposition scientifique? Tu ne te souciais pas qu'il ait l'air ridicule. Tu étais juste excité qu'il fonctionne. J'avais oublié cette version de moi-même, le garçon qui créait pour la joie de la création, pas pour la validation externe. Retrouver cette partie essentielle de mon identité est devenu un objectif central de mon parcours de guérison. Professionnellement, j'ai pris une décision capitale. Plutôt que de continuer à courir après le capital risque pour mon application, avec son potentiel de gros salaire qui pourrait enfin impressionner mes parents, j'ai réduit ma vision à quelque chose de plus durable. Je me suis concentré sur le développement d'applications personnalisées pour les petites entreprises, un travail à la fois créativement satisfaisant et qui procurait un revenu stable sans la pression de créer quelque chose qui ferait les gros titres ou générerait des millions de revenus. Je me suis surpris à apprécier davantage le travail. Mes clients appréciaient l'attention personnalisée et les recommandations de bouche à oreille m'ont rapidement fait refuser des projets. 6 mois après l'incident du garage, ma mère fit sa première vraie tentative de réconciliation, bien que toujours sans véritable reconnaissance des problèmes sous-jacents. Elle appela un dimanche après-midi, sa voix soigneusement contrôlée, « Nathan, nous organisons un petit dîner le week-end prochain pour l'anniversaire de Rebecca. Juste la famille proche. Nous aimerions que tu te joignes à nous. » L'invitation elle-même révéla que rien n'avait fondamentalement changé. Encore une fois, j'étais catégorisé et géré, maintenant invité à un événement de famille proche comme si la fête d'anniversaire n'avait jamais eu lieu. Merci pour l'invitation, maman, dis-je poliment. Mais j'ai des plans ce week-end-là. Quel plan pourrait être plus important que l'anniversaire de ta sœur, demanda-t-elle, la note familière de désapprobation se glissant dans sa voix. Ce n'est pas vraiment la question, répondis-je calmement. Je ne suis pas disponible et je ne suis pas prêt à faire semblant que tout va bien entre nous alors que nous n'avons pas abordé ce qui s'est passé. Es-tu toujours contrarié par les places assises? Elle soupira. Nathan, c'était il y a des mois. Tu es enfantin de t'accrocher à cette rancune. Ce n'est pas à propos du garage lui-même, maman. C'est à propos de ce qu'il représentait.
Et tant que tu ne seras pas prête à avoir une conversation honnête sur notre relation, je ne vois pas comment assister à des événements familiaux serait sain pour nous tous. Le silence à son autre bout suggérait que ce niveau de communication directe était inconfortable pour elle. Notre famille s'était toujours spécialisée dans l'évitement plutôt que la confrontation de vérités difficiles. Eh bien, dit-elle finalement, j'espère que tu reconsidéreras. Ton absence blessera les sentiments de ta sœur. C'était la même tactique qu'elle avait toujours utilisée. Obligation, culpabilité, manipulation émotionnelle. Mais cette fois, je l'ai reconnue pour ce qu'elle était et j'ai maintenu ma limite. Le silence continu de mon père en disait long. Il avait toujours été le parent moins expressif émotionnellement, préférant laisser ma mère gérer les relations familiales, mais son absence de ces tentatives de réconciliation confirma ce que j'avais longtemps suspecté. Alors que ma mère voulait que je reprenne mon rôle assigné pour les apparences, mon père pourrait être plus à l'aise avec mon absence continue. Rebecca, cependant, me surprit. 2 semaines après avoir décliné l'invitation d'anniversaire, je reçus un email de ma sœur qui montrait la première lueur de véritable réflexion. J'ai pensé à ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire, écrivit-elle. Bien que je pense toujours que tu aurais pu le gérer différemment, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être une part de vérité dans ce que tu as ressenti. Maman et papa ont toujours eu des attentes différentes pour nous, et j'en ai bénéficié d'une manière que je n'avais pas pleinement reconnue. Elle continua en partageant certaines de ses propres frustrations avec les tendances dominatrices de nos parents et comment la planification de son mariage à venir révélait de nouvelles tensions. Ils ont des opinions sur tout, des couleurs des serviettes à la liste des invités. Papa m'a même dit que ma colocataire universitaire ne devrait pas être invitée parce qu'elle est sortie une fois avec un démocrate. Cela me fait voir une partie de ce que tu as traversé. Cette fissure dans le front uni contre moi était inattendue, mais bienvenue. J'ai répondu honnêtement, partageant une partie de ce que j'avais appris en thérapie sur les dynamiques familiales sans blâmer ni accuser. Notre échange ultérieur n'était pas exactement chaleureux, mais c'était la communication la plus authentique que nous ayons eue depuis des années. À l'approche du jalon d'1 an de l'incident du garage, je me trouvais dans une situation étonnamment bonne. J'avais une entreprise florissante, faisant un travail que j'aimais. J'avais noué de véritables amitiés grâce au groupe de soutien et à des reconnexions comme Marcus. Je sortais avec quelqu'un qui connaissait toute mon histoire et me voyait toujours digne de respect et d'affection. Plus important encore, j'avais commencé à définir le succès selon mes propres termes plutôt que de constamment rechercher une validation externe. La voix dans ma tête qui demandait toujours « mais est-ce assez impressionnant ?» avait progressivement été remplacée par « est-ce que cela m'apporte de l'épanouissement et s'aligne avec mes valeurs ?» Je ressentais toujours l'absence de ma famille, particulièrement pendant les fêtes et les événements importants. Mais cette absence n'était plus une plaie béante, mais plutôt un endroit sensible avec lequel j'avais appris à vivre et à composer. J'avais découvert que la famille pouvait être choisie, pas seulement héritée, et que les relations bâties sur le respect mutuel et une affection sincère étaient bien plus nourrissantes que celles maintenues par obligation et performance. L'anniversaire de l'incident du garage apporta une invitation inattendue. Ma cousine Angela, qui avait été assise dans le garage avec moi et avait ensuite parlé à l'oncle Robert, se mariait au printemps. Sa note manuscrite accompagnant l'invitation disait « Je veux que tu saches que tu seras assis à une table d'honneur. Ce qui s'est passé l'année dernière était une erreur, et tout le monde dans la famille n'est pas d'accord avec la façon dont tu as été traité. » Cette petite reconnaissance d'un membre de la famille élargie signifiait plus que toute tentative de réconciliation tiède de la part de mes parents. Cela confirmait que je n'étais pas fou ou trop sensible. D'autres avaient également vu la dynamique, même s'ils n'avaient pas été en position de parler à l'époque. Avec cette invitation vint un point de décision. Y assister signifierait affronter mes parents et potentiellement rouvrir des blessures qui avaient commencé à guérir. Mais cela signifierait aussi réclamer ma place dans la famille élargie selon mes propres termes, montrant que même si j'avais des limites avec mes parents, je ne rejetais pas tout le monde lié à eux. Après mûre réflexion et discussion avec mon thérapeute, j'ai décidé d'accepter. Ce serait le premier test de mon nouveau sens de soi plus fort en présence des personnes qui m'avaient le plus miné tout au long de ma vie. L'année qui a suivi l'incident du garage m'a transformé d'une manière inattendue. À l'approche du mariage d'Angela, j'ai réfléchi au chemin parcouru depuis cette nuit douloureuse où j'avais quitté la fête d'anniversaire de mes parents. La personne qui était partie en voiture cette nuit-là cherchait toujours désespérément l'approbation, croyant encore à un certain niveau que s'il trouvait les bons mots ou faisait le bon geste, ses parents le verraient enfin et le valoriseraient pleinement. La personne qui se préparait à assister à ce mariage de famille était différente.
Je n'avais plus besoin de leur validation pour connaître ma valeur. Le mariage d'Angela a eu lieu dans un vignoble à environ 1 heure de Boston. Je suis arrivé tôt, en partie pour aider son fiancé, Michael, avec quelques arrangements de dernière minute comme promis, et en partie pour me donner le temps de m'acclimater avant l'inévitable réunion de famille. Merci d'être venu, dit Angela quand elle me trouva en train d'installer la table du livre d'or. Je sais que ça n'a pas dû être une décision facile. Je ne manquerai votre jour pour rien au monde, lui dis-je sincèrement. D'ailleurs, je suis curieux de voir si j'ai été assigné à l'abri à outils du vignoble pour la réception. Elle rit, appréciant que je puisse maintenant plaisanter sur ce qui avait été si douloureux. En fait, tu es à la table 2 avec la sœur de Michael et nos amis les plus proches. Mon petit acte de rébellion contre la hiérarchie familiale. La cérémonie fut magnifique, et je réussis à éviter toute interaction directe avec mes parents jusqu'au début de la réception. Ils m'avaient vu, bien sûr. J'ai croisé le regard de ma mère pendant la cérémonie, son expression illisible. Mon père avait hoché la tête raidement de l'autre côté du cocktail, mais aucun des deux ne s'était approché. C'est pendant le dîner que mon père se dirigea finalement vers ma table. Il se tenait maladroitement à côté de ma chaise, un verre de champagne à la main, clairement mal à l'aise mais déterminé. « Tu as bonne mine, Nathan, dit-il formellement. Les affaires vont bien ? Ça va très bien, merci, répondis-je, notant que sa première question portait toujours sur mon statut professionnel plutôt que sur mon bien-être personnel. Il déplaça son poids d'un pied à l'autre. Ta mère et moi, eh bien, ça nous a manqué de t'avoir aux réunions de famille. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était plus de reconnaissance que ce à quoi je m'étais attendu. J'ai décidé de le rencontrer à mi-chemin. Voulez-vous vous asseoir un instant ? Je désignai une chaise vide à proximité. Il s'assit, l'air soulagé d'avoir un script à suivre. Angela nous dit que tu as aidé Michael avec une sorte de site web pour leur fonds de voyage de noces. C'était généreux de ta part. Ce n'était pas un problème. J'étais heureux de contribuer. Un silence inconfortable s'installa entre nous. Je pouvais le voir lutter pour trouver des sujets pour avoir une conversation normale sans aborder l'éléphant dans la pièce. Dans le passé, je l'aurais aidé à apaiser les choses, j'aurais fait semblant avec lui que rien n'allait de travers. Mais je m'étais promis de ne pas retomber dans les vieux schémas. Papa, dis-je doucement, nous pouvons parler de la météo et des fleurs d'Angela toute la soirée. Mais cela ne changera pas ce qui s'est passé l'année dernière ou les décennies précédentes. Il baissa les yeux vers ses mains, soupirant lourdement. Nathan, je ne suis pas doué pour ce genre de conversation. Ta mère est généralement celle qui gère les sentiments et tout ça. Je sais, reconnus-je, mais je ne demande pas une discussion émotionnelle profonde, juste une simple reconnaissance que placer votre fils dans le garage tout en accueillant un voleur à votre table a envoyé un message assez clair sur ma place dans vos priorités. À ma surprise, il ne nia pas immédiatement ni ne se défendit. Au lieu de cela, il resta silencieux un long moment avant de répondre. C'était une erreur, dit-il finalement, l'aveu étant clairement difficile pour lui. À l'époque, cela semblait être une solution pratique à un problème d'espace. James était là avec des clients potentiels et ta mère s'inquiétait des impressions. Il secoua la tête. Mais en te voyant partir cette nuit-là, le regard sur ton visage, j'ai su que nous avions fait une terrible erreur. Ce n'était pas des excuses complètes ni une pleine compréhension des schémas plus profonds en jeu, mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur du déni qui avait caractérisé notre relation pendant si longtemps. Merci de dire ça, dis-je simplement. Nous avons parlé un peu plus longtemps, principalement de sujets neutres, avant qu'il ne retourne à sa table. La conversation n'avait rien réparé, mais elle avait ouvert une porte qui avait semblé définitivement fermée. Ma mère s'approcha plus tard pendant la danse. Contrairement au rameau d'olivier maladroit de mon père, son approche était plus soigneusement calculée. « Tu as perdu du poids », observa-t-elle en guise de salut. « Manges-tu convenablement ?»« Je vais bien, maman », la rassurai-je. « Comment allez-vous ?» Occupé avec la planification du mariage de Rebecca, et ton père a eu des problèmes de tension artérielle, bien qu'il ne veuille pas que quiconque le sache. Elle baissa la voix pour cette dernière partie, partageant une confidence destinée à me faire sentir inclus. Je reconnaissais la technique. Contourner les vrais problèmes. Se concentrer sur les questions pratiques. Partager un secret pour créer un sentiment d'intimité sans aborder les problèmes relationnels réels. Mais comme avec mon père,
j'ai décidé de reconnaître les pas qu'elle faisait en m'approchant du tout. Je suis désolé d'apprendre pour la santé de papa. Voit-il un médecin régulièrement? Elle hocha la tête, apparemment soulagée par ma réponse. Des contrôles mensuels. Je lui ai mis un régime faible en sodium, bien qu'il triche quand il pense que je ne regarde pas. Nous continuâmes cette danse prudente de la conversation, restant sur des sujets tandis que le poids des mots non dits planait entre nous. Contrairement à mon échange avec mon père, elle ne fit aucune référence à l'incident du garage ou à aucune reconnaissance d'une faute, mais elle dit quelque chose qui me surprit alors qu'elle se préparait à retourner à sa table. Rebecca a mentionné que tu voyais quelqu'un. Tu devrais l'amener pour le dîner du dimanche un de ces jours quand tu seras prêt. La qualification, quand tu seras prêt, était nouvelle. Auparavant, les invitations avaient été émises comme des attentes, pas des options. C'était une petite concession, mais significative. Tout au long de la soirée, je me suis retrouvé à renouer avec d'autres membres de ma famille qui avaient été assis dans le garage avec moi lors de la célèbre fête d'anniversaire. Nous avons partagé des regards entendus et des blagues internes sur la solidarité des gens du garage, transformant ce qui avait été une humiliation en quelque chose s'apparentant à un insigne d'honneur. Tu sais, le fait que tu sois parti cette nuit-là a changé certaines choses dans la famille, me dit mon arrière-cousin Brian pendant la découpe du gâteau. Les gens ont commencé à questionner un peu plus la hiérarchie. Ta tante Linda a même réprimandé ta mère pour avoir essayé de la placer à la table des enfants à Noël, bien qu'elle ait 62 ans. Je ris à cette image. La révolution des gens du garage? Quelque chose comme ça, sourit-il. Parfois, il suffit qu'une personne refuse de jouer le jeu pour que les autres réalisent qu'ils n'ont pas à le faire non plus. Alors que le mariage touchait à sa fin, je me suis retrouvé dans un moment de réflexion tranquille sur la terrasse du lieu, contemplant le vignoble illuminé par des guirlandes lumineuses. L'année écoulée m'avait appris que les relations familiales, comme les vignes s'étendant au loin, nécessitaient à la fois de la nourriture et une taille occasionnelle pour rester saines. J'en étais venu à comprendre que je pouvais aimer mes parents sans avoir besoin de leur validation. Je pouvais maintenir des liens avec les membres de ma famille qui me traitaient avec respect tout en établissant des limites avec ceux qui ne le faisaient pas. Je pouvais honorer mon histoire familiale sans être défini ni limité par elle. La leçon la plus profonde ne vint pas de la confrontation ni même de la réconciliation, mais de la liberté que j'ai trouvée en libérant les attentes. Pendant des années, j'avais recherché un niveau d'amour inconditionnel et d'acceptation de la part de mes parents qu'ils étaient simplement incapables de fournir. Une fois que j'ai cessé d'attendre qu'ils soient différents de ce qu'ils étaient, je pouvais interagir avec eux tels qu'ils existaient réellement, non pas comme les parents idéalisés que j'avais tant désirés. Cela ne signifiait pas accepter de mauvais traitements ou revenir à de vieux schémas. Cela signifiait aborder notre relation avec des yeux clairs et des limites. Prendre ce qu'ils pouvaient donner sans attendre ce qu'ils ne pouvaient pas. Alors que je rentrais du mariage, je ressentis un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant une grande partie de ma vie. L'incident du garage, aussi douloureux qu'il ait été, m'avait forcé à confronter des vérités que j'aurais pu autrement passer des décennies à éviter. Il avait catalysé un voyage vers une estime de soi authentique et une famille choisie qui avait finalement apporté plus de joie que de douleur. Le chemin à parcourir avec mes parents ne serait pas facile. Les vieux schémas ne disparaissent pas du jour au lendemain et la véritable réconciliation exige la participation volontaire de toutes les parties. Mais pour la première fois, j'ai fait face à cette incertitude sans peur. Quoi qu'il arrive avec ma famille d'origine, j'avais construit une vie remplie de liens authentiques, d'un travail significatif et du respect de soi. Personne ne pouvait me placer à une table de garage. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez parce qu'il ne reconnaissait pas votre valeur? Quelles limites avez-vous fixées dans vos propres relations qui vous ont aidé à guérir et à grandir? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage de découverte de l'estime de soi a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur le fait de se défendre et de créer la vie que vous méritez. Merci d'avoir écouté mon histoire.